Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Nicolas Boisard du Cariforef Pays de la Loire, chargé de mission au sein du pôle accompagnement des professionnels. Laurent Gambert, transition professionnelle qui succède donc au FONGECIF Pays de la Loire et je suis l'un des référents parcours formation. C'est parti. Alors forcément aujourd'hui il va y avoir beaucoup d'informations. L'idée c'est pas forcément de tout retenir. C'est pour ça que nous vous indiquerons les bons chemins pour pouvoir rebalayer des informations, pour les retraduire, pour les compléter. C'est ce qu'on vous a préparé de toute façon avec Nicolas. Donc pas mal d'informations, je prends note des questions qui seront effectivement posées, si on peut les traiter, on y répondra au fil de l'eau, et puis sinon peut-être aussi vers la fin. En tout cas, alors dans justement les thèmes que je vous propose aujourd'hui, vous dire ce qui a changé depuis le FONGECIF et qui va maintenant sur l'intitulé Transition Pro Pays de la Loire. Quel lien il y a entre les opérateurs, un opérateur de conseil en évolution professionnelle et transition pro? Quelle articulation il y a? Financer sa reconversion avec ce fameux CPF, projet de transition professionnelle, comparativement au dispositif démissionnaire. Il y a souvent des amalgames, des confusions. On va essayer justement de vous faciliter, en tout cas, l'appréhension des deux dispositifs. On va se concentrer sur le CPF, projet de transition professionnelle, et je vous dirai comment nous allons accompagner, comment nous accompagnons déjà ces personnes depuis le début de l'année. Eh bien, écoute, excellent. C'est parti. On y va. On y va. Allez. Allez, donc dans ce qu'il faut, effectivement, comme vous voyez sur la colonne de gauche, qu'est-ce que faisait le FONGECIF? Nous faisions de l'information auprès des salariés, nous gérions le congé individuel de formation, le CIF, qui était fléché vers les CDI et vers les CDD. Nous étions opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Nous financions aussi à un moment donné le bilan de compétences. Nous financions les parcours de VAE. Notre public était surtout à peu près 70% dans le secteur privé. On nous appelait un opérateur interprofessionnel. On va regarder du côté un peu pépette. Nous disposions de 48 millions d'euros, ce qui n'était pas une somme négligeable. Nous étions 37 en interne et nous avions une implantation régionale très forte. Qu'est-ce que tout cela est devenu? 2018, 2019, nous sommes devenus depuis effectivement maintenant le 1er janvier 2020 Transition Pro Pays de la Loire. Donc nous faisons toujours de l'information auprès des salariés, donc ça c'est bien, ça permet de se dire si j'appelle Transition Pro, je peux quand même être guidé, orienté. Donc on fait en parallèle aussi avec la plateforme du Cariforef. Nous gérons le fameux CPF projet de transition pro qui ressemble beaucoup au CIF. Il a quelques particularités, on va essayer de les cerner ensemble. Nous abritons une commission paritaire interrégionale, ce qu'on appelle une CPIR, voilà, qui va avoir deux rôles d'ailleurs. Cette CPIR va à la fois traiter les demandes de financement pour le CPF PTP d'une part, mais elle va aussi viser l'avis réel et sérieux du dispositif démissionnaire. Alors donc, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais en fait, c'est bien la même commission, pas au même moment, mais en tout cas qui va viser à la fois l'un ou l'autre. Notre public est beaucoup plus large qu'avant. Nous sommes toujours dans le secteur privé, mais cette fois-ci, on va y intégrer tous les secteurs privés, les intérimaires, les intermittents en plus. Donc, ça veut dire que vraiment, notre assiette est beaucoup plus large qu'avant. Et on voit une équation qui n'est pas facile à résoudre puisque notre budget a fondu. On est passé de 48 millions d'euros à 25. Donc, comment faire pour plus de monde avec beaucoup moins? Donc, c'est un vrai challenge. Et c'est là où on nous attend particulièrement. Et ça se traduit concrètement sur des parcours personnalisés avec des cofinancements notamment pour arriver au mieux à cet objectif donc de financement. Effectivement, nous n'avons pas le même besoin, donc pas le même effectif, mais notre implantation régionale est toujours forte, ça c'est important. Nous avons toujours à l'esprit d'avoir cette logique de service de proximité. On a eu un temps, fin d'année, début d'année de transition, mais on va se redéployer cette fois-ci d'une manière toujours aussi forte, en logique de proximité, pour servir les personnes dans les différents territoires. Très bien. Voilà pour cette première illustration. Bon, on poursuit un peu comme on y va. Allez.
Alors, l'émission, je vais aller assez vite parce que ce qui nous concerne après, le sujet est quand même sur le financement. Donc, nous avons 3 grandes missions, la gestion du CPF projet de transition professionnelle, et nous avons également donc cette commission paritaire interrégionale qui traite des dispositifs démissionnaires. Ce qui explique d'ailleurs que sur notre site internet, on a bien les 2 entrées possibles parce que le bénéficiaire peut mobiliser l'un ou l'autre suivant effectivement sa situation et sa demande. On nous a missionné également sur effectivement les besoins en compétences et en accompagnement. Donc on a de l'information universelle et nous sommes un bon relais, un bon guide vers les opérateurs de CEP. Donc ça c'est important, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent par l'ex-FONGECIF avec sa notoriété et qui, quand ils ont besoin de faire appel à un opérateur, eh ben on est là pour assurer cette articulation-là. Voilà une première explication sur quelle articulation y a-t-il entre le CEP et Transition Pro. Nous avons également donc un observatoire qui va se mettre en place. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, il y a des choses encore à préciser. Nous serons un des acteurs pour analyser les besoins en emploi, en compétences et en qualification au niveau régional. Et puis une dernière mission qui tourne autour de la certification paritaire interprofessionnelle, CLEA notamment. Cette mission est encore à préciser dans les mois à venir. Très bien. Tu as évoqué le site. Est-ce qu'on peut déjà donner un aperçu de Allez, on y va. C'est parti. Ok. Alors. On passe toujours d'ailleurs par le FONGECIF, donc -pays de la Loire.fr. Donc, on n'a pas encore effectivement muté notre site, mais comme ça, vous pourrez vous rassurer. C'est toujours la même clé d'entrée. Nicolas va se mettre dessus. Sauf que, hop, alors, sinon, on le retrouvera tout à l'heure. Le voici. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est toujours effectivement sous l'étiquette FONGECIF Pays de la Loire. Rassurez-vous. Et on pourra toujours rentrer par là pendant un certain temps encore. C'est-à-dire que la page d'accueil, c'est le FONGECIF. Voilà. Et après, tu accèdes via le menu, c'est ça? C'est ça. Okay, ou si vous glissez légèrement en dessous, soit le menu, et si on glisse en fait sur le site, si vous regardez bien, vous avez une entrée, hop là, voilà, sous une petite sphère, CPF, projet de transition professionnelle. Si je clique dessus, vous avez en fait des briques qui sont vraiment très importantes dès lors que vous êtes, vous, une structure avec on va dire un premier temps d'accueil et de guidance pour les personnes que vous recevez. Vous pouvez leur conseiller notamment d'aller sur cette page-là. Là, tout de suite, les personnes vont se dire, est-ce que je suis bien concerné? Est-ce que je peux y aller? Quelles sont les démarches éventuellement que j'ai à faire? Je veux participer en fait à une réunion d'information où je voudrais télécharger le dossier. C'est plutôt dans cette rubrique. Okay. À quelle date je vais pouvoir déposer mon dossier? Il y a des échéances à bien respecter. Elles sont mentionnées notamment dans cette rubrique qui n'est pas négligeable. Et vous avez également dans cette rubrique intitulée la commission paritaire, les fameuses priorités et critères qui permettront de départager les demandes de financement. On y reviendra peut-être? Oui. Besoin okay. Oui. Pour terminer, vous avez les modalités et les règles de prise en charge. Là, ça répond plutôt aux questions qu'est-ce qui est pris en charge, jusqu'où, quel plafond. Voilà, donc, ça permet à chacun de savoir. Et une rubrique documents utiles où là, donc, le bénéficiaire peut très bien télécharger certains documents dès lors qu'il rentre dans le dispositif. Merci pour ce premier aperçu du site sur lequel nous reviendrons. Donc. Nous en étions aux missions. Oui. Alors, après on peut se recaler. Cette partie-là, l'articulation avec les opérateurs CEP. Donc, compte tenu que maintenant, il y a donc la mise en place des opérateurs CEP, nouvelle formule depuis le 1er janvier, voilà un peu un aperçu. Donc, on voit que les opérateurs CEP vont pouvoir travailler toutes les thématiques, les problématiques en lien avec l'orientation, les compétences, la recherche d'une formation ou d'un organisme de formation, ou tous les besoins en lien avec l'emploi. Donc là, on les résume sous ces catégories-là, c'est juste pour se donner un aperçu. Et on y trouve notamment pour les salariés du secteur privé, Catalyst, d'une part, avec son réseau, Cap Emploi pour les personnes qui sont salariées avec une situation de handicap, et l'APEC pour les personnes qui sont cadres. Voilà les 3 opérateurs et principalement les 4 sujets sur lesquels ils interviennent.
À quel moment donc Transition Pro prend le relais? Une fois que par exemple qu'une personne a travaillé un projet qu'il a en tête, il a un projet de reconversion, il a travaillé avec son opérateur CEP, arrive la problématique de financement. Et c'est là où on prend le relais, la personne va nous solliciter et on va l'aider à quoi? À prendre note déjà des éléments qu'il a travaillés, les confirmer, les compléter si besoin était, et on va rentrer dans l'ingénierie de parcours, c'est se dire quel est le meilleur parcours par rapport à mon objectif. Nous sommes en relation avec tous les organismes de formation, en tout cas tous ceux qui flèchent vers nos financements, pour justement faciliter ce travail-là, pour aboutir à ce qu'on appelle un parcours le plus juste, le plus personnalisé, celui qui aura les meilleures chances aussi d'être financé. Nous sommes là pour justement aller chercher toutes les sources de financement, bien sûr à travers le CPF PTP, mais aussi tous les autres, donc pour essayer justement d'optimiser notre budget. Et les cofinancements que tu évoquais tout à l'heure. Celui d'AGFIP, lui financement personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de possibilités qui permettent du coup de composer en fait un scénario et de ne pas reposer que sur le financement de transition professionnelle. Il y a également donc une activité pendant la formation, c'est très important puisque une fois que la personne elle rentre dans le processus de formation, il faut qu'elle soit accompagnée et qu'elle ait un opérateur qui puisse l'aider si jamais il y avait quoi que ce soit comme besoin. Et il ne faut pas oublier que fin de formation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une nouvelle étape, la personne va se projeter. Comme dans 8 cas sur 10, les personnes en fait changent de métier et donc ne vont pas retourner dans leur entreprise. Et ils vont avoir besoin d'un coup de pouce pour le CV, pour la recherche de démarche d'emploi. Et là, on repasse le relais, notamment à l'opérateur CEP. Voilà l'articulation. Il faut que ça se passe d'une manière la plus fluide possible pour la personne. Donc, c'est pourquoi en ce moment, nous travaillons avec le réseau Catalyst, avec Cap Emploi, avec l'APEC pour faciliter le lien. Justement, cette articulation que tu évoquais. Exactement. Eh bien, c'est très clair. Alors, en parallèle, mon collègue Bertrand vous a invité à poser des questions au fil de l'eau si vous avez besoin. Comme tu l'évoquais, Laurent, on va essayer de les traiter en les regroupant au fur et à mesure, mais n'hésitez pas en tout cas dans la fenêtre conversation. D'ailleurs, peut-être avant de poursuivre, c'est le moment d'un petit moment de sondage. Allez, c'est parti, on vous a concocté quelques questions. Ok. On y va. Alors, un quiz. Et bien voilà les questions que nous vous posons à présent. Prenez le temps de les aborder. Parce qu'on en a mis quelques-unes quand même là. N'est-ce pas? Ouais. Nous étions en forme. J'y trouve assez sérieuses, moi, les questions. Hein? J'espère. Bah oui. Est-ce qu'il y a des pièges? Aucun. Aucun? Par contre, je te rappelle toujours qu'il y a le voyage à Cordemais à gagner, d'ailleurs. T'es sûr qu'il n'y a pas de piège? Voilà. Ouais, on verra. Alors, allez, quelques instants encore avant de... C'est bien, vous réagissez vite. Et nous avons 42 participants actuellement pour répondre à ta question de tout à l'heure. On attend encore un peu quelques instants que chacun ait pu se positionner. Bon, il y a des questions qui n'ont pas beaucoup de succès apparemment en termes de réponse. Je me demande bien pourquoi. Allez, c'est parti. C'est le moment. On y va, on va les balayer. Donc d'après vous, seules les formations en présentiel sont éligibles au CPF PTP? Non, en fait, puisque là, en fait, on peut très bien faire des formations à distance. On peut aussi faire des formations mixtes. Donc, en fait, les conditions sont d'une autre nature. Il faut regarder si elles sont éligibles au CPF. On en reparlera un peu plus dans le détail. Le CPF PTP est plus avantageux que les autres dispositifs pour le salarié. Alors oui, c'est vrai, parce que en fait, l'explication, elle règne dans la prise en charge de la rémunération, des frais de formation et aussi des frais annexes. Donc c'est vrai que quand une personne veut se reconvertir et qu'il peut y associer son salaire, la prise en charge des frais de formation et peut-être des frais annexes, il obtient quelque chose de très avantageux, très confortable. En 2019, il y avait moins de chances d'avoir un CPF PTP qu'un CIF. Eh ben non. Alors on pouvait déjà, c'est ça que ça raconte, on pouvait déjà faire des demandes de CPF PTP en 2019.
Oui, Hein? puisque le système est né, en fait, le dispositif est né en 2019. Il a succédé au CIF qui lui existait jusqu'en 2018. C'est ça. Mais en fait, ce que l'on perçoit, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 7 dossiers sur 10 en fait, d'accepter. Voilà. Alors, on s'occupe toujours aussi des 3 personnes sur 10 qui n'ont pas le financement. Donc, et là, c'est important, parce que c'est notamment dans le cadre d'un bilan de compétences ou dans le cadre d'un accompagnement avec un opérateur CEP, que éventuellement cet aspect va être abordé. Si jamais je n'ai pas le financement, il faut que je pense à un plan B. Et ça, on recommande vraiment de manière significative. Donc, à l'heure actuelle, 7 dossiers sur 10. Et c'est grâce au travail à fait avec les organismes de formation aussi, qui ont joué le jeu. Il faut le dire, on a vu près de 300 organismes de formation sur l'année 2019. Et on continue. Qui aide à qualifier aussi tout à fait. En complément. Et à surtout bien cerner le bon parcours pour la personne. Donc, acheter, en tout cas, vendre on va dire, le parcours de formation le plus juste pour la personne. Okay. Ce qui n'était pas évident. Le salarié doit attendre 1 an après un CIF pour demander un CPF-PTP? Non, pas du tout, parce qu'en fin de compte, c'est l'ancien dispositif, il n'y a même pas de délai d'attente. Donc, on peut très bien avoir un bénéficiaire de CIF 2018 qui enchaîne directement avec un CPF-PTP en 2020. Okay. Voilà. Donc, il n'y a pas de délai pour déposer une nouvelle demande de CPF-PTP. Donc, entre 2 demandes. Entre 2 demandes, voilà. Donc, non, il n'y a pas de délai. Alors, quand même, il faut savoir que il est important de regarder pourquoi la première demande n'aurait pas été acceptée. Bah oui, j'imagine. Voilà, et de fournir éventuellement des évolutions par rapport à une autre demande, sinon l'avis risque d'être le même. Ouais. Okay. Je peux solliciter un CPF-PTP pour n'importe quelle formation? Non. Donc, on va prendre les formations qui sont éligibles au CPF, inscrites également au RNCP. Donc, le détail est bien noté sur notre site internet. Et d'ailleurs, on peut utiliser même le site du Cariforef pour pouvoir aller vérifier si cette formation, déjà, elle est éligible. Et puis, le premier vecteur en fait, d'information, c'est l'organisme, puisque l'organisme, lui, sait si effectivement sa formation va être éligible au CPF, et donc aussi éligible au CPF PTP. Je ne vais pas prendre le temps de vous le montrer, mais sur le nouveau site Choisir mon métier Pays de la Loire, vous avez dans la recherche formation une case à cocher directement qui indique justement pour la recherche si l'action est éligible au CPF. Pour faire écho à ce que vient de dire Laurent. L'employeur peut refuser ma demande d'autorisation d'absence pour mon congé de formation. Alors, le refus, il est vraiment très précis. Il n'existe que dans 2 cas. Donc, il faut plutôt retenir non pas le refus, mais tout simplement le décalage. Parce que là c'était majoritairement les gens. Et là, vous avez presque tous répondu, ouais, il peut refuser. Non, il peut décaler. C'est un droit, le congé formation. Mais par contre, il y a des règles aussi à respecter. Donc, c'est important. Dans les règles, en fait, la plupart des employeurs acceptent aujourd'hui cette demande d'autorisation d'absence parce que c'est un droit. Voilà, donc c'est important. C'est un moment important où il faut être prêt pour faire sa demande, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, il faut quand même se dire, il n'y a pas de refus. C'est d'abord un droit à reporter. Alors, c'est quoi la notion de report? J'avais prévu de faire une formation au mois de septembre et mon employeur, j'ai fait ma demande d'autorisation d'absence et il me dit, désolé, ça m'arrange pas, décalé. Et il utilise ce droit à décalage qu'on appelle un droit à report. Pour des raisons de service. Des raisons d'organisation, de compétences, de service, de vulnérabilité. Donc, il pourra le signifier à la personne. En fait, ça n'arrive qu'une fois. Il ne peut utiliser ce droit qu'une seule fois et dans la limite d'un report jusqu'à 9 mois. D'accord. Okay. Bon, dans les faits, ça décale souvent une session de formation. Le projet est décalé d'1 an, si jamais l'entrée en formation a lieu annuellement seulement. Mais voilà, qu'il n'y ait pas d'amalgame, il y a bien d'abord un report possible, un décalage, et non pas un refus. Le refus n'existe que dans 2 cas de figure. Si vous ne respectez pas le délai qui est de 4 mois avant la date d'entrée en formation pour émettre la demande d'absence, et si l'ancienneté en fait du bénéficiaire n'est pas au rendez-vous. Là, on est dans le cadre d'un refus. Bravo à chacun en tout cas d'avoir pu bien cerner ces éléments-là. On les a ajustés. Donc le fameux voyage à Cordemais. Il y avait des pièges quand même. Je savais qu'il y avait des pièges. Il faut bien. Bon, ok. On est à cas. On continue. Ceci dit, on parle de questions. On fait peut-être un petit point. Alors, est-ce qu'on a des questions? Ah, alors, ok.
Quelle est la procédure pour entrer en relation avec le CAP? On pourra, le CEP, pas le CAP, le Conseil en évolution professionnelle. Catalyse, par exemple. Voilà, donc en fait, vous avez une adresse mail notamment de contact et vous avez un numéro de téléphone, on pourra vous les donner à la fin, hein, si vous voulez, on les mettra à disposition. Alors soit vous passez effectivement directement par cette adresse mail qui vous prend en charge et vous guide. Soit vous passez aussi par la plateforme du Cariforef, parce que c'est aussi un des vecteurs d'information. Et puis je vous rappelle que nous, on pourra aussi donc relayer cette information. Voilà, on mettra donc l'adresse mail et les coordonnées téléphoniques des différents opérateurs pour que chacun puisse plus facilement y accéder. Tout à fait. Et puis Denis évoquait, témoignait de ce qu'il aurait été bien de détailler les sources de financement quand on a commencé à les évoquer. Oui, on verra à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la commande était de vous permettre à chacun d'avoir des réflexes. Et si je donne beaucoup trop d'informations, vous risquez à un moment donné d'être un peu perdu. Mais pourquoi pas, si le temps nous en est permis. Très bien. On reprendra d'autres questions tout à l'heure. Donc on va revenir maintenant plus dans le détail de ce qu'est le dispositif en lui-même. Voilà, exactement. On y va. Allez. Retour. Heureusement que Nicolas est là techniquement. Ça permet effectivement de naviguer aisément. On voit ta compétence. Allez, on y va. Donc, le CPF PTP, donc projet de transition professionnelle. Alors, pour information, c'est une modalité particulière du compte personnel de formation. Ça, on ne le sait pas forcément. Mais effectivement, il y a le CPF d'une part pour des actions plutôt courtes. Et puis, quand on est dans le cadre d'une reconversion, on voit que les engagements financiers sont pas du tout du même ordre. Il faut aller chercher quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et l'État a mis en place donc cette modalité, cette déclinaison du CPF en CPF PTP. Donc l'idée, vous l'avez bien compris, je m'absente de mon poste moyennant une autorisation d'absence pour justement me former et me préparer justement à ce futur métier. Et il y a une commission paritaire interprofessionnelle régionale, CPIR, on ne fait pas attention aux sigles, hein, mais plutôt au rôle, et qui a un rôle quand même important puisqu'elle est là pour procéder justement à l'examen des projets et puis les départager. J'aime bien dire à chaque personne qui dépose un dossier que notre commission ne juge pas le projet. On n'est pas là pour juger le projet. Ça, c'est l'affaire de la personne. Peut-être qu'elle l'a travaillé avec son opérateur de CEP, peut-être qu'elle l'a travaillé avec son consultant bilan de compétences, ou toute seule, qu'importe. Elle est là pour départager des fonds en fonction des priorités et des critères. Bien évidemment, on n'empêchera pas la déception si la personne n'obtient pas le financement, mais c'est important, c'est juste un départage. D'accord? Que ça ne remette pas en question, forcément ça le remet un peu, mais je dis souvent aux gens, gardez le cap de votre projet. C'est ça qui est important, d'où la nécessité d'avoir toujours un plan B, voire éventuellement encore un plan C, pour rebondir si jamais je n'ai pas de financement. Très important. Très bien, ça c'est les principes fondamentaux. Oui. Alors. Donc, le gros avantage, comme je vous disais, c'est l'un des dispositifs quand même les plus engageants, les plus confortables pour le salarié et il l'a bien repéré. Parce que, en fait, je peux bénéficier d'une rémunération. Donc, par exemple, on va prendre les 12 derniers mois de salaire qui ont été versés et c'est ce qui va permettre, en fait, de servir de base pour que la personne ait une rémunération pendant donc, son congé de formation. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire qu'elle bénéficie presque de la même rémunération que ce qu'elle aurait dû avoir si elle était en entreprise. Le principe, donc le salarié est déconnecté en fait de son emploi, mais il va continuer à percevoir son salaire par rapport à son entreprise et son entreprise se fait rembourser les frais de salaire par transition professionnelle, charges salariales et patronales incluses. Alors, il y a des plafonds, on pourra les examiner tout à l'heure. Deuxième impératif, les frais de formation, puisqu'il faut bien les payer. Mais souvent d'ailleurs, la personne ne pense qu'aux frais de formation, alors que le plus gros volet de la prise en charge est quand même la rémunération. Et pareil, il y a aussi donc des critères, des plafonds qui sont effectivement proposés. Les frais annexes, c'est un forfait qui ne se déclenche que si la personne notamment fait plus de kilomètres que ce qu'elle fait habituellement pour aller sur son lieu de travail. On verra éventuellement les barèmes. Sinon, si on n'avait pas le temps, ils sont bien formalisés sur notre site internet. On remontrera quand même les endroits où aller. Je fais une petite interruption parce que je vois une question de Julie. On évoquait la CPIR et tu évoquais la notion de départage. Et elle prolongeait ton intervention en demandant combien de dossiers étaient étudiés en commission en moyenne. Ça dépend parce que en fait des mois, on est plutôt sur des mois relativement
classiques, normaux, janvier, février, mars, avril. Et puis après, on arrive sur le mois de mai, juin, juillet, où c'est beaucoup plus dense, c'est multiplié par 3 ou par 4. Ah oui, mais pourquoi? Okay. Parce qu'en fait, pour l'instant, encore, il y a beaucoup d'offres de formation, et avec le dépôt de dossiers qui vont se produire en fait au mois de septembre, octobre. Donc, et on redescend après, plus classiquement, vers la fin de l'année, sur des demandes plus raisonnées d'ici la fin de l'année. Alors, la question qui va suivre de pair, c'est est-ce que le budget y suit? Oui, heureusement, il suit la courbe des demandes de financement pour maintenir le taux d'acceptation. Ok. Voilà. Une autre, mais qui revient, là je reviens un petit peu plus en arrière par rapport au point de demande et par rapport à l'employeur. Il y avait une question qui était, je remonte un peu, qui était la durée demandée pour faire une demande auprès de son employeur. Donc j'imagine le délai minimum requis. Le délai, il est 4 mois. C'est 4 mois. Ça part toujours, en fait, tout part de la date d'entrée en formation. Voilà, on va dire que ça, c'est vraiment le point de départ. Et là, à partir de là, je fais un rétro-planning. Je sais que 4 mois avant cette date d'entrée en formation, je dois alerter mon employeur par un écrit, un justificatif, ce qu'on appelle une demande d'autorisation d'absence. On a un modèle sur notre site. Ça, c'est obligatoire. Très bien. D'autres questions commencent à affleurer le comparatif entre le CPF, PTP et le dispositif démissionnaire. Bon, on va y venir. Ouais, mais il y aura une séquence pour ça. Donc on ne traite pas la question pour l'instant, on va y revenir. On poursuit? On y va. Alors, toujours donc dans les principes, il faut savoir que le contrat de travail, il est suspendu, mais il n'est pas rompu. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que je maintiens mes avantages. D'ailleurs, la protection sociale est toujours effectivement existante. À l'issue de la formation, en théorie, la personne a le droit de réintégrer son poste de travail ou à un poste équivalent. Oui. D'accord? Quand je dis en théorie, c'est qu'aujourd'hui, il y a 8 personnes sur 10 qui ne le font pas. On voit bien le sens de la démarche. J'y vais pour changer de métier, mais aussi pour changer de métier et changer d'entreprise. Ce pourquoi les gens qui ont investi dans un programme de formation, c'est pas pour retourner dans leur entreprise. Donc au poste où ils étaient. Et pire encore, c'est-à-dire que si vous apprenez quelque chose et que vous ne l'exploitez pas derrière, la substance de vos connaissances s'effondre. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà pourquoi la plupart des salariés, de toute façon, ne vont pas retourner dans leur poste de travail ou dans leur entreprise. 8 personnes sur 10. Okay. L'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi. Alors si ceux qui retournent avec leurs nouvelles connaissances, pourraient prétendre éventuellement à se positionner sur un nouveau poste. Non, ce n'est pas une obligation pour l'employeur. Je rappelle que c'était un projet de reconversion à l'initiative du salarié, que l'employeur a accepté en termes d'absence. Le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail? Oui, bien sûr. Et du coup, on maintient les congés payés, l'ancienneté, tout ça perdure également pour la retraite. C'est d'actualité. Voilà, donc bien évidemment, tout ce qui est 13e mois, vacances, gratification, tout ça est bien évidemment maintenu dans ce cadre-là, puisqu'il y a juste une suspension du contrat de travail. D'accord, je vois par ailleurs, Laurent, des questions qui continuent à arriver. Bon, on va refaire une petite pause après. Non, on ne vous oublie pas, on y revient. On avance un petit peu. Allez. On vérifie quand même qui peut en bénéficier. Alors, les CDI sont souvent bien identifiés. En fait, il faut une ancienneté d'au moins 24 mois et une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise. Et ça se calcule toujours par rapport à la date de départ en formation qui est prévue. Donc ça, la plupart des gens le savent. On est bien évidemment sur un contrat de travail de droit privé. D'accord? Donc, c'est important de l'avoir en tête. Mais il faut aussi ne pas oublier un autre public en CDD. Et là, il y a une modification qui n'est pas négligeable. C'est quoi déjà? Alors attends, avant on pouvait partir en congé, mais si on n'était plus en CDD, c'était exactement. Ça, hein. Et ce qui a changé, c'est qu'on fait la demande pendant le CDD. D'accord. Les conditions sont toujours les mêmes sur l'ancienneté, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai travaillé 2 ans dans les 5 dernières années. Alors moi, j'aime bien donner quelque chose d'explicite. Entre 2015 et 2020, est-ce que j'ai travaillé au moins 2 ans? Premier critère. Deuxième critère, par rapport aux 12 mois qui précèdent ma demande, est-ce que j'ai 4 mois en CDD? Et ces 4 mois peuvent être continus, fractionnés. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui va changer par contre, c'est que dès lors que je sais que je vais avoir mes 4 mois
de CDD cumulés, même si je ne suis pas encore dans le 4e mois validé, si tout le monde m'a bien suivi, d'accord. J'ai un contrat de travail qui dit que je vais avoir un CDD qui provoquera ces 4 mois. C'est à ce moment-là que je peux commencer à faire valoir mon CPF de transition. Donc, on n'attend pas d'être sorti de son CDD pour mobiliser le financement. Je le demande pendant que je suis en CDD. Et du coup, j'anticipe les démarches. J'ai quand même plus de perspectives et je subis moins l'entre-deux périodes d'emploi. D'accord, ok. D'accord, donc ça, c'est vraiment important. Exactement. Ouais, les intérimaires et les intermittents font partie maintenant intégrante des publics. Leurs conditions sont bien, je ne vais pas les détailler là, ils sont bien affichés, elles sont effectivement détaillées sur notre site internet. On parle de volume d'heures et non pas forcément de période en termes de mois. Ok. Si on se repenchait maintenant un petit peu sur les questions qui se sont posées. Donc le comparatif avec le dispositif démissionnaire, on y revient après. Oui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pouvez-vous... Alors, Johan, je vérifie qu'on n'en a pas oublié. Alors côté budget, on en a parlé en début de séance, je vous l'ai dit, donc il y avait un budget qui n'avait rien à voir de toute façon avec le CIF, puisqu'on était à plus de 40 millions d'euros, et qu'aujourd'hui on est plutôt à 25 millions d'euros. Donc c'est pas du tout le même rapport. Vous les retrouverez sur le support. Sur le support de toute façon, mais ce qu'il faut se dire, rattaché à ça, ce qui est quand même pas mal, c'est que le taux d'acceptation a été maintenu, si ce n'est même presque amélioré, et j'insiste pourquoi, parce qu'en fait, chez les bénéficiaires, on pu avoir ce qu'on appelle un parcours donc personnalisé. Et ça, c'est la notion du travail fait avec les organismes sur le positionnement. D'accord. Très important. Donc, j'achète non plus toujours le package de formation complet qui commence au mois de septembre et qui se termine au mois de mai. Grâce au travail fait avec les organismes de formation et ce fait avec les référents parcours formation, on va cibler en fonction des compétences le juste parcours. Et du coup, ça provoque un financement moindre et ça permet donc à plusieurs personnes de pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc ça, c'est quand même un des premiers résultats encourageants du travail fait entre transition professionnelle avec les organismes de formation aussi. D'accord, ok, très bien. Le point après, on y a répondu. Je voulais demander la durée d'expérience dans l'entreprise. On y a répondu, oui, effectivement. Donc, on l'a dit, 2 ans d'ancienneté et au moins 12 mois dans l'entreprise. Ah, la notion du salarié en arrêt de travail. Oui. C'est une question intéressante. Alors, il peut en bénéficier ou pas du CPF? Oui, ça a toujours été même avec le CIF. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas normalement cumuler et l'indemnisation de la CPAM et une prise en charge donc de transition pro. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps, c'est ça que tu dis. Voilà, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Par contre, l'un prépare à l'autre. Ça veut dire que la personne qui est en arrêt de travail travaille son projet. Alors, c'est Cap Emploi, Catalyse, l'APEC, ils interviennent sur le projet, ils aident à l'élaboration du projet, ils vont voir les bénéficiaires de Transition Pro pour justement voir comment on peut se faire la prise en charge, les démarches à faire. Tout est monté de façon à ce que la personne puisse se présenter à la commission. À minima, elle ne sera plus en arrêt de travail si elle bascule sur le CPF PTP. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc en fait, la salariée ou le salarié qui est en arrêt de travail s'engage à ne plus être en arrêt de travail lorsqu'il bascule sur le dispositif. Ok. Voilà. Ok. Alors, tant qu'à traiter les questions, maintien aussi des droits à la formation. Alors, maintien aussi des droits à la formation, oui. Une personne de toute façon qui globalement est en arrêt, ses droits sont maintenus. J'ai pas forcément bien cerné la question. Je suis pas sûr que c'était ce contexte-là. Bon. Est-ce que Patricia, oui, je vois que vous êtes en train d'écrire. Si vous pouvez repréciser votre question, s'il vous plaît. Vous l'avez peut-être posée à un moment qui était autre que celui de notre réponse. Voilà. Pendant la formation, est-ce qu'on a le maintien aussi des droits? Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on continue à accumuler des droits CPF alors qu'on est en formation? Bien sûr. Donc, puisqu'on est salarié, en parcours de formation, et je dirais même pour un CDD, parce qu'il y a une particularité, le CDD, il est normalement inscrit aussi au Pôle emploi. S'il rentre dans le processus d'une prise en charge, donc transition pro, il devient stagiaire de la formation professionnelle, il perçoit donc en fait non pas une indemnisation, mais un salaire. Oui. Et donc, ses droits sont régénérés. Et il acquiert des droits. Voilà. Super. Donc, c'est aussi important là-dessus. Donc, oui, les droits sont bien maintenus, qu'on soit en congé de formation ou salarié. Une toute dernière question avant de poursuivre, en même temps, parce qu'on a encore quelques points à voir. En cas de force majeure, peut-on reprendre sa formation ou est-elle annulée?
Alors, ça dépend des cas, c'est quand même spécifique, mais par exemple, une salariée qui attend un bébé, bah, c'est un vrai cas de force majeure, quoi. Hein, donc, bah, il y a suspension en fait de son parcours de formation. Donc, ce sont des choses qui sont abordées entre le centre de formation et aussi la logique de parcours pédagogique. Il faut faire attention à ça, avec les échéances éventuellement de la certification. Et puis avec le référent parcours de transition pro. Voilà, chaque cas particulier comme celui-ci doit être étudié en concertation avec l'organisme de formation et la salariée. Mais en général, ce que nous cherchons toujours, quand une personne a obtenu un financement, c'est d'essayer au moins de le maintenir, même si on peut le décaler dans le temps. Et c'est un mixte de réflexion. Très bien. On poursuivra sur d'autres questions après. Oui, tout à fait. Ma formation peut-elle mobiliser le CPF PTP recevabilité? Voilà, alors comme je le disais, est-ce qu'on peut, il y avait une des questions, est-ce que tout le monde, on peut faire n'importe quelle formation? Non, même si l'éventail est très large. Donc en fait, le CPF PTP, donc on va vérifier en fait qu'on peut le mobiliser parce que la formation est éligible au CPF d'une part, inscrite au répertoire national de certification. Vous aurez les deux outils que nous utilisons lorsqu'on veut vérifier notamment que la formation est bien éligible au CPF PTP. Et on l'évoquait tout à l'heure sur le site Choisir mon métier Pays de la Loire. On a la case à cocher. Oui, elle est très simple. C'est vraiment bien, vous l'avez bien fait, parce que du coup, on rentre la formation, on sélectionne éligible CPF, hop, on a un premier indicateur. Directement. Quand nous recevons des bénéficiaires, nous leur disons aussi, donc, vous pouvez solliciter, rassurez-vous, votre fournisseur de formation, l'organisme, il le sait. Donc, il doit savoir si effectivement sa formation est bien éligible. Très bien. Je vois qu'il est déjà moins 20, il nous reste 20 minutes. On va continuer. Voilà. Alors, la prise en charge, pour que vous vous rendiez compte, en fait, parce que beaucoup pensent uniquement à la prise en charge des frais de formation et beaucoup oublient en fait le côté salaire qui pourtant représente plus de 2/3 souvent du coût du projet. Et vous allez comprendre aussi que chaque semaine de formation, chaque journée de formation est une prise en charge de plus. D'accord? Donc, d'où le fait de personnaliser les parcours pour toujours arriver à l'objectif d'atteindre effectivement les bonnes compétences, d'obtenir la certification, mais il faut faire attention au coût que ça engendre. Regardez une personne qui en fait a un salaire moyen 1500 €, prime comprise, en net dans les 12 derniers mois. On va prendre cette référence-là. Okay. On multiplie par 2 parce qu'en fait, on impacte le coût des charges salariales et patronales. D'accord ? 3 000 € par mois, c'est ce qu'on doit mettre de côté. C'est une estimation, juste pour donner ce qui peut se produire justement dans la prise en charge. Okay. Il faut bien que Transition Pro assure cette prise en charge pendant la durée du parcours. Dans mon exemple, c'est 10 mois. Donc d'emblée, on aura un budget à mettre de côté de 30 000 € pour assurer le salaire de cette personne. Charge comprise. Deuxième chose, le devis. Donc, le frais de formation. Voilà. Une fois que le parcours a été individualisé, c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Donc en fait, que connaissent bien maintenant la plupart des organismes de formation, le devis après positionnement est estimé à 8 200 €. Et puis là, on a un cas d'une personne qui fait plus de 20 km quand on compare le trajet qu'elle faisait avant pour aller à son travail ou qu'elle fait dans le futur pour se rendre à l'organisme de formation. On a un forfait qui s'applique. Alors, ça ne va pas payer un Nantes-Marseille ni un Nantes-Vannes intégralement. C'est une participation, mais mine de rien, sur 10 mois, ça peut être l'équivalent de 1500. Dans mon exemple ici, le projet est presque de 40 000 €. On voit bien que chaque projet est donc coûteux. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réduire éventuellement ce coût ou l'optimiser. Alors, comment fait-on? Eh bien, on y va. Justement, donc il y avait une question tout à l'heure en disant est-ce qu'on peut aborder les moyens? Donc voilà les pistes. Ne les retenez pas toutes. L'idée c'est pas de toutes les utiliser en même temps, c'est simplement en fait d'avoir des réflexes. Donc d'abord, en fait, on va regarder si on personnalise le parcours. Je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est que la personne puisse vraiment acheter le nécessaire et pas la panoplie complète. Ça, c'est vraiment très important. Un cas de figure, par exemple, qu'on a vu dernièrement, une personne a été formée en début d'année sur Word par le biais de son entreprise, initiation à Word 3 jours. Oui. On la retrouve 6 mois plus tard à présenter un CPF de transition qui n'a rien à voir avec le métier. Très bien. Et je vous mets dans le mille, dans son parcours de formation, on voit initiation à Word. Forcément, ça pose question, on appelle la bénéficiaire et elle nous dit le centre m'oblige à le faire. Non.
La réforme était très claire. Les centres de formation ont l'obligation de tenir compte des compétences déjà acquises par la personne et donc de pouvoir proposer, quand cela est possible, le juste parcours. Il y a des formations qui sont réglementaires, on ne peut rien faire. Et il y a la plupart des formations peuvent effectivement tenir compte de ça. C'est vraiment important parce que c'est grâce à ces quelques journées d'économiser, quand on les cumule avec les autres demandes, eh ben, ça permet d'avoir d'autres financements pour une plus large prise en charge. On peut mobiliser des congés, on ne sait pas, mais donc, comme on voit bien que les droits sont préservés. Excuse-moi, je reviens juste sur le point. Là, tu traitais en fait de personnaliser mon parcours en valorisant mes compétences. Tu donnais cet exemple de la personne qui avait déjà fait un stage d'initiation à Word et qui se retrouve avec une proposition qui inclut cela. C'est bien valoriser mes compétences. La VAE, est-ce que ça peut être un cas évidemment, bien sûr. Okay. Alors, la VAE est un super outil. Il faut juste penser à l'utiliser suffisamment en amont d'un projet. Parce que je crois qu'en plus, il y a de la VAE partielle. Exactement. La VAE partielle, ça sera effectivement un bon outil. Mais il faut penser à l'avoir utilisé suffisamment tôt dans le projet de la personne pour qu'elle puisse sortir de sa VAE partielle et dire voilà, j'ai maintenant besoin de telle ou telle compétence, je vais la chercher dans mon parcours de formation. Et donc ça, je déroule juste par rapport à ce point-là, c'est dans le projet, on peut faire financer une VAE partielle et une formation, donc en le présentant comme ça, le projet. Alors, oui, non. Si je comprends bien, il y a la première séquence VAE, premier acte avec son propre financement, d'accord ? Je termine ma séquence VAE, j'ai une validation partielle, je vais voir Transition Pro et je vais demander maintenant le financement de ce qu'il me manque. Eh bien non, je demandais justement si on ne faisait pas d'une pierre deux coups. Non. On distingue. Non, on distingue. On a le projet avec effectivement les deux parties qui sont là. D'ailleurs, notre commission va tenir compte de ce travail fait en VAE, ça va valoriser ce travail-là, mais on ne va pointer le financement que sur effectivement le parcours de formation. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'on ne peut faire qu'une seule demande de formation auprès de Transition Pro et non pas plusieurs demandes de certification auprès de Transition Pro. Par exemple, dans le transport. Dans le transport, on peut avoir effectivement un permis, une FIMO, etc. Non, on ne pourra flécher que sur une seule certification. Ce qui explique éventuellement qu'on ne puisse pas conjuguer les deux dispositifs. L'exemple que je t'ai donné d'une VAE partielle, c'est l'explication? Non. Parce que ça pourrait être la même certification en fait. Oui, c'est vrai, mais pour l'instant, non. C'est dissocié comme ça. Très bien. Alors excuse-moi, tu parlais d'autres possibilités d'optimiser. Donc, les congés payés. Donc, la plupart d'entre nous avons des congés payés. Un salarié qui est sur un projet de reconversion, alors je rappelle, en plus, il maintient ses droits. Donc, il va générer de toute façon de nouveaux droits à congés payés pendant son parcours de formation, autant qu'il puisse aussi les mobiliser quand cela est possible. Par exemple, des personnes vont proposer une semaine de congés payés en amont de leur parcours, avant de mobiliser le financement Transition Pro. Voilà. Un apport personnel. Donc, avant, c'était quelque chose... les gens nous le demandaient, notre commission n'était pas forcément friande. Aujourd'hui, c'est clairement possible. Voilà, la personne... Il y a des catégories qui disent clairement je préfère faire un apport personnel plutôt que de payer la totalité de mes frais de formation. À juste titre. L'AGFIP, il y avait un partenariat de longue date, il est en cours de renouvellement, on ne va pas précéder pour l'instant, mais AGFIP soutient énormément les personnes en situation de handicap avec une reconnaissance travailleurs handicapés, soit en cours, soit avérée. Il y avait une aide substantielle, on est en cours de renouvellement, mais si cette aide est bien renouvelée, elle s'associera automatiquement donc aux demandes de financement pour ces personnes. L'entreprise, alors c'est bizarre, on se dit comment une entreprise peut participer à un financement sachant qu'elle n'est pas concernée? Eh bien si, elle peut l'être d'une part, parce que c'est quand même permis, il y a un changement de métier dans l'entreprise, même si ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Mais aussi il y a des entreprises qui disent je préfère vous accompagner moi maintenant financièrement, plutôt que de vous accompagner à la sortie. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est quand même pas mal. Et puis, il y a aussi une foultitude de périphériques comme le compte prévention pénibilité, donc C2P. Donc, la pénibilité, c'est notamment en ce moment d'actualité. Ça donne des points. Ces points peuvent être effectivement pris en compte dans le cadre d'une mobilisation de financement. Voilà. Le compte engagement citoyen également. Oui, Une particularité maintenant, regardez bien, c'est en fait le compte formation. Alors, là, clairement, ça ne sera pas un apport. Donc,
automatiquement, celui qui possède des heures ou euros. des euros Des maintenant euros. sur son compte personnel de formation, s'il a un accord de transition pro, C'est mobilisé. il verra effectivement ce compteur remis à zéro. Ok. Mais ce ne sera pas un apport pour transition pro. D'accord? C'est là la subtilité. Ah, Donc, du coup, effectivement. voilà, en fait, le législateur, le ministère du Travail a dit, celui qui bénéficie en fait d'un CPF D'accord. transition, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus lourd que ce que possède la personne sur son compte personnel de formation. Donc, dans cette condition, si vous obtenez le financement plus, je remets à zéro vos droits CPF et on comprend. D'accord. Mais par contre, c'est pas un apport. Ok. Laurent, merci pour Ouais. ces différents cas de figure d'optimisation que tu nous as décrits. Je vois qu'il est 11h50 déjà et nous avions des questions en attente. Donc, ce que je te propose, c'est On y va. qu'on les Allez, balaye quelques à questions. présent. Alors, excusez-moi, le temps d'y arriver. Donc, nous avions... Alors, je reviens un peu en arrière. Ça, on a traité. Donc, en cas de force majeure, peut-on reprendre sa formation ou est-elle annulée? On l'a traité Oui, tout à l'heure. ok. Qu'en est-il des salariés avec contrat de travail de droit public? Demande à Alors non, Isabelle. on est vraiment dans le droit privé. Donc, c'est pas applicable. non, ce n'est pas applicable. Ok. Isabelle de la PEC nous demandait quand on a Je vais juste une particularité quand même oui. qu'on a trouvée, mais c'est une particularité qu'il faudra quand même faire confirmer. Il y a énormément de demandes de toute façon dans, je dirais, le public, donc soit de l'hospitalier, soit de l'État. Donc effectivement, il y a beaucoup de demandes. Ils utilisent, ils tentent notamment de suspendre en fait leur contrat. Hein, donc congé mobilité, je ne sais plus quel terme ça effectivement ça a exactement. Ils travaillent dans le privé et en travaillant dans le privé, ils vont créer des droits qui leur permettent de se présenter au CPF transition professionnelle. Okay. Voilà. C'est une certaine temporalité. Voilà, mais bon, il y a un congé qui peut aller jusqu'à 5 ans, il y a une suspension de leur propre contrat, et donc en fait... C'est une piste pour aujourd'hui. C'est une piste, c'est vraiment, voilà, on l'explore, mais c'est pour l'instant, on n'est pas là. Voilà. Isabelle de la PEC demandait, quand on a terminé son congé de formation, peut-on enchaîner sur une démission pour reconversion, création d'entreprise? La condition est-elle bien de ne pas avoir encore créé son entreprise? Voilà, donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, le dispositif démissionnaire, il est mobilisable pour un projet de formation à venir. Donc, si je sors du dispositif transition professionnelle, en théorie, je me suis formé. Donc, non, ça ne s'applique pas dans ce cas. Par contre, je suis effectivement dans un projet de création d'entreprise. Bah oui, c'est un projet à venir. Je me suis formé par le CPF de transition. Okay. Maintenant, j'arrive à une autre étape. Et l'étape suivante, c'est je veux créer une activité. Donc, on passe sur une autre étape. Donc, passage à une CPIR qui concernera et qui visera le projet concerné. Bon, c'est clair. Cela sous-entend, alors là c'est Nathalie qui revient sur un autre point, quid des coordonnées du CEP? On a dit qu'on les mettait à disposition, voilà. On les mettra bien volontiers, les différents opérateurs, d'emblée. Denis, juste parcours, mais le tout RNCP quand même. Oui, bien sûr, oui. Ce que je comprends bien ce que dit Denis, il faut acheter le juste parcours, bien le personnaliser. Oui, mais qu'il reste éligible au CPF de transition. Il a bien raison. Mais il y a des personnes aussi qu'on reçoit, on leur dit, vous avez le droit aussi de flécher ou d'acheter des compétences, des modules de compétences, des blocs de compétences qui font partie normalement d'une certification. Et bien entendu que quand il aura réuni l'ensemble des blocs de compétences, il pourrait prétendre à la certification. C'est là où il faut jouer avec l'articulation des financements. Alors les questions commencent à arriver. En même temps, on a midi comme durée limite, heure limite. Je pense qu'à minima, ce serait bien de pouvoir comparer les deux. Tu as un tableau comparatif entre le CPF-PTT et le démissionnaire. Et le démissionnaire, ça me paraît important de pouvoir l'aborder. Ceci dit, il y a quand même des questions, donc prenons-les, continuons à les prendre. Patricia avait une bonne question, notamment sur, je la trouvais intéressante, est-ce que vous financez les formations hors temps de travail par rapport à la question d'optimisation critères d'acceptation? Oui, je vous le confirme Patricia, on peut effectivement financer des formations hors temps de travail. Alors, il y a en fait quand même une chose à préciser. Soit c'est du hors temps de travail, donc il n'y a pas de salaire. Donc on présente un projet sans effectivement demande de financement du salaire, il fléchera uniquement sur le coût pédagogique. Soit je prétends à faire une formation hors temps en tout cas
à distance, pardon, Oui, pour c'est qu'on suisse bien qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et donc là, il faut bien le préciser. Et la formation à distance, elle est finançable en termes de salaire selon certains critères. Notamment, il y a des organismes aujourd'hui qui doivent être en capacité de prouver que la personne est en assiduité. Donc, il peut y avoir facturation, donc il peut y avoir effectivement donc prise en charge. Mais qui n'est pas, effectivement, c'est moi qui aurais pu éventuellement faire l'amalgame. Est-ce que globalement, on peut faire des formations en temps de travail? Oui. Et j'ai envie de dire, c'est même fortement recommandé puisqu'il n'y aura pas de salaire. Vu ce que tu as dit, oui, voilà. Tout à fait. Comme vous l'indiquez d'ailleurs, Patricia, donc sans salaire. Tout à fait. Muriel, quels sont les critères pour que la commission accepte le financement du projet de formation du salarié? On va les aborder. Ok. Et les OPCO dans tout ça, demande Philippe? Il a bien raison, les OPCO. Alors en fait, ils ont été extrêmement déstabilisés comme nous avec la réforme de la formation. Donc en fait, on laisse le temps à ces OPCO effectivement de reprendre leur charge de travail et de renouer avec ce qu'on avait déjà fait. Il y a des liens, bien évidemment, qui étaient existants et qui sont aujourd'hui en cours de reconstruction avec les différents OPCO pour savoir comment est-ce qu'on peut aller de l'un vers l'autre, comment l'un peut alimenter l'autre. Mais pour l'instant, donc c'est en cours. Voilà. Nathalie, peut-on demander une formation dont les blocs de compétences visent une certification et d'autres sur une autre certification? Je crois que tu as un peu répondu. J'ai répondu une seule certification, donc il flèche vers le CPF transition. Là, il faut jouer avec l'articulation des financements. Allez, et puis dernière question avant de revenir sur le tableau comparatif des deux modalités et dispositifs. Anne-Charlotte demande, les personnes suivies par un opérateur CEP peuvent-elles déposer directement un dossier en commission paritaire interrégionale pour une demande de CPF-PTP ou doivent-elles débuter un suivi par transition pro? En gros, la question est celle de l'articulation. Non, il n'y a pas d'obligation de passer. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation de passer par un accompagnateur de transition pro qui a été accompagné par le CEP. Si je suis, donc, pour être explicite, si une personne en fait est prête au niveau et a travaillé avec son CEP et considère que l'ingénierie de parcours est bien donc cernée, elle peut déposer son dossier. Ok. D'accord? À l'inverse d'ailleurs. C'est pas invalidant en quoi que ce soit. C'est tu disais, il y a un départage qui est fait par la commission au regard du contenu du projet. C'est le projet. Est-il prêt, pas prêt, etc. Par contre, c'est vrai que quand on voit les enjeux qu'il y a par rapport à la demande de financement, nous, ce qu'on demande à minima, c'est que la personne ait assisté à une réunion d'information pour bien comprendre ce qui va se produire, les enjeux, tout ce qu'on présente là. D'accord? Il y a trop de questions qui peuvent se produire pendant le parcours de formation qui n'auraient pas été cernées en amont d'un projet et ça serait dommage. Mais à l'inverse aussi, il y a une autre entrée, c'est est-ce que je dois nécessairement passer par un CEP pour déposer une demande de financement? Non. Comme l'était le CIF donc avant, donc en fait, on peut très bien déposer une demande de financement sans être passé par un opérateur CEP. Ce n'est pas donc un préalable obligatoire. On enchaîne sur la question de Patricia. Désolé, je tente le diable, il est 57 déjà. Est-ce un atout quand le projet a été travaillé dans le cadre d'un bilan de compétences? Eh bien, je confirme, quelle que soit la nature de l'outil qui a été utilisé pour construire le projet, ce qui compte, c'est que la personne est un projet abouti, bien cerné. Donc, des personnes pourraient être passées par un opérateur CEP, pourraient être passées par un bilan de compétences, pourraient être passées par une bonne relation avec son employeur, des entretiens pro-constructifs, X, Y solution, du moment que la personne présente un projet qui ait bien été cerné à transition pro. Ok. Un tableau comparatif, on a les plafonds dans Oui, on va assez vite quand même, parce que ce qu'il faut savoir, allez, retenons une chose. Quelqu'un qui gagne plus que 2 SMIC, l'équivalent de 2300 € net par mois, il y a une prise en charge qui va être limitée à 90%. Celui qui gagne moins que 2 SMIC va avoir une prise en charge à 100%. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Et les frais de formation, il y a un plafond. Regardez bien, on va jusqu'à un peu moins de 33 € de l'heure, mais très franchement, aujourd'hui, le coût moyen de la formation, c'est entre 12 et 15 €. Donc, on est bien au courant de ça. Donc, forcément, si un coût de formation horaire est coûteux, élevé, on y prêtera une grande attention. Point de vigilance. Tous les parcours de plus d'1 an, vraiment, on suggère de rencontrer donc un référent parcours de transition pro. Donc, parce qu'il faut déployer des cofinancements et notre financement va s'arrêter à un moment donné. D'accord. Eh bien, nous avons des échéances. Tu en as un petit peu parlé déjà, donc on
Mais on peut quand même regarde quand même pour bien resituer. Hein. On voit bien que dans un premier temps, il y a la phase de construction de projet. On l'a dit, bilan compétences, opérateur CEP, individuel, qu'importe. À un moment donné, je vais aussi dans cette construction de projet me rapprocher de Transition Pro pour être guidé, informé sur ce que je vais demander. Pour affiner le financement, c'est vraiment important. Il vaut mieux que la personne s'adresse à quelqu'un qui maîtrise le sujet que de vouloir tout faire, concrètement. J'arrive à mes échéances et il faut que la personne se dise j'ai 4 mois minimum. Idéalement, c'est entre 4 et 6 mois. Et vous avez les échéances qui sont là. Très bien. Alors, à partir de maintenant, il est midi. Donc, désolé, nous devrions arrêter là. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même quelques points à voir. Donc, désolé par avance. Nous prenons le pli de poursuivre un petit peu, pas plus de 10 minutes. On y va. Et on va à l'essentiel. Sur cette diapo, tu prends en fait, tu reviens sur le site, sur votre site. Alors, j'indique comment on fait pour notamment entrer dans la démarche. En fait, idéalement, la personne va sur le site donc fongestif-pdl.fr qui changera de nom dans quelques jours. En fin de compte, il crée un espace personnel. Et grâce à cet espace personnel, il demande le dossier, on lui envoie le dossier une fois qu'il a assisté à une réunion d'information prioritairement. D'accord. Et tout le cheminement est là. Ce que tu as marqué là, et j'en profite aussi pour répondre à Philippe, oui, vous aurez les supports. On va y venir, vous avez une page avec en fait avec le support que vous allez pouvoir télécharger. Nathalie demande durée un an scolaire. Non, c'est pas lié. Non, c'est un an civil. En fait, globalement, c'est 12 mois si on préfère complet. Voilà. Le financement, idéalement, c'est jusqu'à 12 mois quand on est notamment sur un temps continu de formation, stage compris, lorsqu'il est intégré dans le parcours. Ok. Le comparatif entre le CPF projet de transition pro et le dispositif démissionnaire. Voilà. Donc je vous l'ai proposé, sachant que ce qui compte, c'est que de pouvoir bien guider en fait votre bénéficiaire sur le bon outil en fonction de. Regardez, comparez bien. Déjà, ce que l'on voit tout de suite, c'est au niveau de la rémunération. Si la personne utilise le dispositif démissionnaire, elle sera indemnisée. La plupart du temps, le calcul se fait sur 57% du salaire brut. Si elle bénéficie du CPF projet de transition professionnelle, elle bénéficie d'une rémunération qui est basée sur ses 12 derniers mois de salaire. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, rien qu'en termes de salaire. Deuxième remarque, ça se situe au niveau des frais de formation. Dispositif démissionnaire, aujourd'hui, si on se rapproche du pôle emploi, donc ça sera confirmé dans les prochaines semaines sur les premiers sortants avec le dispositif démissionnaire, mais il faut d'abord flécher sur un financement personnel. D'accord ? Il ne faut pas attendre qu'il y ait un financement du pôle emploi en lien avec un projet du dispositif démissionnaire. D'accord ? Il y en a bien évidemment, mais sur des catégories les plus effectivement fragiles, infra-bac, etc. Je ne suis pas l'expert du pôle emploi, je ne veux pas parler à leur place, mais voilà. Clairement, il vaut mieux se dire, je vais d'abord projeter un financement personnel. Je peux utiliser mon CPF, mais on voit qu'il est limité à 2 000, 3 000 euros grand maximum par rapport à une facture peut être beaucoup plus importante vis-à-vis de l'organisme de formation. Comparativement à quoi ? Au CPF de transition qui, lui, va prendre en charge des frais de formation. Alors, il y a un plafond, mais il est quand même élevé. Et puis, on va surtout chercher des cofinancements. Déjà, là, tu as pointé deux c'est essentiel. Fondamentales. Côté démissionnaire, il n'y a pas forcément de choses pour le transport et l'hébergement. Donc, alors que ça existe pour CPF de transition, je vous laisserai regarder maintenant les avantages principaux que je vous ai cité, mais aussi les points de vigilance. Moi, vraiment, le point de vigilance que je donne toujours, pour ma part, quand on mobilise le CPF de transition, c'est que globalement, il y a une limite de prise en charge. On ne peut pas faire 5 ans, ou plus d'1 an, ça commence à peser quand même. Il y a l'autorisation d'absence, il faut donc être prêt. Et puis, 7 dossiers sur 10, je pense toujours aux 3 qui ne l'auraient pas. Bon, très bien. Voilà. J'en profite, je voyais une réaction des personnes de la mission locale de Saint-Nazaire et qui s'étonnaient de ne pas s'entendre citer comme opérateur CEP. Oui. Alors, plus précisément, donc la mission locale n'est donc pas opérateur CEP. Pour autant, dans le bandeau de notre logiciel d'accompagnement sur le dossier des jeunes, nous sommes identifiés, mais elles le sont. Bien sûr. En fait, j'ai fléché sur des salariés, effectivement, essentiellement, mais Christine et Sandrine ont raison. Ce qui fait la particularité que j'en parle moins aujourd'hui, c'est que les jeunes de moins de 26 ans, on voit bien qu'ils sont nettement moins concernés par le CPF, projet de transition professionnelle. Donc, ce qui explique qu'avec certains critères comme l'ancienneté et l'âge, ils passent nettement moins.
Il y avait à peu près seulement un jeune sur 10 qui aboutissait à un financement CIF. Je pense même, pour l'instant c'est encore un peu trop tôt, qu'on risque d'être en deçà de ça. Donc bien évidemment, on n'oublie pas nos collègues de la mission locale. Moi par exemple, j'étais au salon de Saint-Nazaire ce week-end, mon réflexe, dès qu'il y avait un jeune, la question était, est-ce que vous êtes accompagné par la mission locale? Parce qu'ils ont le meilleur panorama possible d'accompagnement. Je ne vous oublie pas, donc Christine et Sandrine. Et Isabelle également demande, à leur réunion d'info à transition pro recommandée pour le CPF-PTP ou pour le dispositif démissionnaire également? Oui, les deux, mais le dispositif démissionnel est aussi normalement abordé par les opérateurs de CEP. Donc oui, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il faut que la personne soit informée. Pour moi, de toute façon, pour nous, c'est un préalable. Et puis en même temps, j'en profite pour dire que sur le dispositif démissionnaire, il y a un accompagnement donc, aussi possible par les opérateurs CEP. Et j'en profite pour vous dire que nous aurons un webinaire également en présence de Catalyst, et où je peux supposer d'ores et déjà qu'on reviendra sur ce dispositif vu du côté montage de dossier et accompagnement montage de dossier. Patricia qui demande, est-ce que vous financez un an maximum? Alors, c'est 12 mois complets, ou si on est sur ce qu'on appelle des formations à temps partiel, on est jusqu'à 1200 heures. Voilà. Alors, les projets qui durent plus d'un an, 2 ans, 3 ans, là, ça nécessite une ingénierie financière qu'il faut aborder avec son référent parcours et faire appel à des cofinancements ou des projets, en tout cas des projets de financement, souvent qui font appel à un apport personnel. Okay. Je ne rentre pas trop dans le détail aujourd'hui. Bon, sinon, je vois que Coraline est très contente que j'ai parlé d'émissions avec elle. Exactement. Elle a bien raison. Sur le support que l'on met à disposition, est-ce qu'il y aurait un point ou deux qui conviendrait d'aborder maintenant, ou est-ce qu'on a déjà abordé assez largement? Non, on a abordé assez largement. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit en fait, c'est que propose Transition Pro pour accompagner éventuellement les personnes dès lors que la question du financement, et moi je vous le recommande vraiment, on voit bien quels sont les atouts des opérateurs CEP, notamment sur le projet, mais j'insiste bien, dès lors qu'on parle financement, autant qu'il s'adresse directement au bon interlocuteur. Moi, on est là pas pour dire aux gens venez ici plutôt que là, c'est pas l'objet. Mais on maîtrise bien notre sujet. Et il y a eu surtout un très gros travail, il faut le dire, avec les organismes de formation que nous avons fait. Et c'est une juste réciprocité aussi, parce qu'en fait, on connaît bien l'effort qu'ils ont fourni. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de passer par notre intermédiaire pour ajuster le parcours. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a lieu de revenir sur le site? On peut rebalayer éventuellement pour justement dire à chacun où il trouvera tout ce que nous avons abordé dans le détail, parce que l'idée c'est pas de tout retenir aujourd'hui, mais d'avoir des réflexes. J'espère que vous les aurez acquis avec notre intervention. Alors, le site. On y retourne. Je rappelle que pour l'instant c'est toujours Fongesif, petit-pdl.fr. Tant mieux parce que de toute façon c'est bien connu sous cette adresse-là. Donc tu disais la page d'accueil. Hop. On peut la revoir. La sphère CPF, projet de transition. Et d'ailleurs, il y a une autre sphère pour le projet démissionnaire. Donc, c'est une autre partie qui sera abordée par Catalyst. Je clique sur CPF transition. On a différents pavés avec différents éléments d'information importants, dont notamment, alors là, on peut peut-être ouvrir, aller zoomer un petit peu. Les critères et les priorités. Il y avait une question. Donc, il y a 2 temps forts pour départager en fait les dossiers, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas un jugement, c'est bien un départage. 2 temps forts qui flèchent d'abord sur les priorités. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est plus la personne, en fait, moins la personne est qualifiée, plus la personne est en fait ouvrier ou employé. Si elle est dans une petite entreprise, si elle est sur un territoire où globalement, elle fait des efforts pour aller chercher de l'emploi, il n'y a pas forcément tous les moyens à proximité. Si elle est en menace d'être licenciée ou d'être déstabilisée dans son emploi, selon son âge et son ancienneté, et de savoir si le projet concerne en fait un projet d'entreprise ou pas, il y a une première catégorie de points qui se traduit systématiquement par rapport à ses priorités. C'est une première partie. Ça ne veut pas dire que la personne est éliminée. Ça, c'est très important. Ça lui donne un premier quota de points. Puis, on passe ensuite à ce qu'on appelle à la lecture du projet que, effectivement, le bénéficiaire aura formulé sur son espace personnel. On le guidera là-dessus. Et donc, en fait, là, c'est notre commission qui va vérifier, en fait, 3 points importants. C'est est-ce que globalement le projet est cohérent? Donc c'est les critères que tu vois formulés là. Exactement. Est-ce que le projet est pertinent? Est-ce que le parcours a bien été ajusté, personnalisé,
justifié en termes de choix de formation ou de centre, et puis surtout comment est-ce que la personne se projette après la formation et quelle est la météo de cet emploi à la sortie. Très bien. Voilà une autre phase. Voilà, qui va être priorité, abordée. critères abordés. Les dates également sont disponibles. Oui, Et par ailleurs, je suis désolé, là, on doit mettre un terme à ce webinaire. Il est quasiment midi 10. Donc, en tout cas, le site, tu nous as donné les entrants pour aller justement détailler davantage. Il me reste juste, Laurent, à te remercier déjà pour cette intervention. Et puis, prendre un tout petit temps pour revenir. ça serait bien que effectivement chacun puisse aussi faire un retour parce que pour nous c'est important. On sait qu'on donne beaucoup d'infos. Et ben notamment, voilà, vous avez l'occasion. Alors là, on va vous laisser activer la session pour que vous puissiez télécharger ici en le sélectionnant donc le support de présentation. Vous cliquez sur le bouton télécharger le ou les fichiers. Vous avez notre formulaire d'évaluation. Donc comme tu commençais à le dire, Laurent, c'est important effectivement de savoir si vous avez eu les éléments d'information que vous attendiez, si c'était clair pour vous, quels seraient vos besoins de complément éventuellement. Et puis, j'en profite pour vous rappeler également que nous avons de prochaines dates de professionnalisation. Les prochaines à venir, jeudi 30, les métiers de l'artisanat et du bâtiment à 11h. Le 4 février, saisir son offre de formation en apprentissage ou alternance dans Sophie pour les professionnels de la formation. Et en même temps, je vous rappelle, si vous ne le saviez pas en tout cas, je vous en informe, nous avons 2 réunions de présentation des sites Choisir mon métier remplaçant Orientation Pays de la Loire à Nantes, c'est le 4 février matin et le 6 février au Mans. Voilà, toute l'information est également disponible dans la partie pro Choisir mon métier Pays de la Loire que vous avez ici, page professionnalisation. Encore un grand merci Laurent pour cette intervention. Je remercie surtout les personnes qui ont pu nous écouter. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.